Après ma renaissance, j'ai pris mon bébé et quitté la maison immédiatement. Je n'ai prévenu ni mon mari ni ma belle-mère du séisme à venir. Lors du séisme qui avait dévasté Pointe-à-Pitre, mon mari m'avait abandonné au 11e étage de notre résidence. Ma cheville était fracturée. Je ne pouvais presque plus marcher, selon lui, je le ralentissais. Je le revois encore arracher son bras de ma main. Si tu veux mourir ici, c'est ton problème. Mais ne m'entraîne pas avec toi. Puis Thomas avait couru vers l'escalier derrière ses parents, sans même regarder notre fille Emma. Elle avait 7 ans. Elle pleurait, pieds nus, serrant son lapin en peluche contre elle. J'avais essayé de la porter malgré ma jambe blessée. Nous avions descendu 2 étages lorsque le plafond s'était effondré. La dernière chose que j'avais entendue était la voix d'Emma. Maman, j'ai peur. Après notre mort, Thomas et sa famille avaient récupéré tout ce que mes parents m'avaient transmis, mes économies, l'assurance de l'appartement et l'argent placé sur un compte à mon nom. Ils avaient ensuite appelé mes parents en leur affirmant que j'étais encore vivante, mais grièvement blessée. Thomas leur avait demandé de venir avec de l'argent liquide. Mes parents avaient pris la route. Ils avaient été emportés par une violente réplique avant même d'atteindre la ville. Quelques mois plus tard, Thomas avait épousé Élodie, une jeune étudiante que j'avais aidée financièrement pendant plusieurs années. Ils avaient eu un garçon. Sur les photos publiées en ligne, ils formaient une famille parfaite. Pendant que ma fille, mes parents et moi reposions sous les décombres. Après ma mort, une voix froide m'avait posé une seule question. Souhaitez-vous une seconde chance? Je n'avais pas hésité. Oui. Lorsque j'ai rouvert les yeux, mon téléphone vibrait sous mon oreiller. Astérisque astérisque bip. Bip. Bip astérisque astérisque. Une alerte rouge occupait tout l'écran. Astérisque astérisque évacuation immédiate. Séisme majeur dans 20 minutes, astérisque astérisque. J'ai cru que je rêvais. Puis j'ai regardé l'expéditeur. Ce n'était ni FR Alert, ni la préfecture, ni un opérateur téléphonique. Il était simplement écrit. Astérisque astérisque seconde chance, astérisque astérisque. Tous mes souvenirs sont revenus d'un seul coup. La résidence qui s'effondrait. La main de Thomas qui me repoussait. Elle m'a écrasé contre moi. Mes parents appelant mon nom sans jamais recevoir de réponse. Je me suis levée si brutalement que ma cheville douloureuse a heurté le bord du lit. La blessure était déjà là. Dans ma première vie, je m'étais foulé la cheville quelques jours avant le séisme. Cela signifiait que je n'avais réellement que 20 minutes. J'ai couru dans la chambre d'Emma. Ma chérie, réveille-toi. Mets ton pantalon, tes chaussures et ton manteau. Elle a entrouvert les yeux. Mais il fait encore nuit. On va dormir dehors. Dans le jardin? Dans un endroit où rien ne pourra nous tomber dessus. Je lui ai enfilé ses baskets pendant qu'elle essayait encore de comprendre. J'ai pris un sac à dos. J'y ai mis 2 bouteilles d'eau, des biscuits, nos papiers, une lampe, une batterie externe et les médicaments d'Emma. Thomas s'est redressé dans le lit. Camille, qu'est-ce que tu fabriques? Il va y avoir un séisme. Il a regardé l'heure. À 3 heures du matin? Réveille tes parents et descendez. Il a repris son oreiller. Tu as encore passé la soirée à regarder des vidéos catastrophistes. Je n'avais plus le temps de discuter. Je t'ai prévenu. J'ai saisi la main d'Emma et nous sommes sortis. Je n'ai pas pris l'ascenseur. Dans ma première vie, il s'était arrêté entre 2 étages. Nous avons emprunté l'escalier de secours. Ma cheville me faisait souffrir à chaque marche, mais la peur était plus forte que la douleur. Emma me suivait sans se plaindre. Après cette longue minute, nous étions enfin dehors. Nous avons traversé le parking pour rejoindre le terrain de sport situé derrière la résidence. À peine étions-nous arrivés au milieu du terrain que les lampadaires se sont éteints. Toutes les voitures garées ont commencé à sonner en même temps. Un grondement sourd est monté du sol. Emma a serré ma main. Maman. J'ai posé mon corps sur le sien. Allonge-toi. Protège ta tête. Le sol s'est mis à bouger. Pas à trembler légèrement.
à bouger comme le pont d'un bateau pris dans une tempête. Les façades se fissuraient. Les fenêtres explosaient. Des balcons se décrochaient. Puis notre résidence a gémi. Un bruit si profond qu'il semblait sortir de la terre elle-même. Les étages supérieurs se sont affaissés les uns sur les autres. Un nuage de poussière a recouvert tout le quartier. Pendant plusieurs secondes, je n'ai plus rien vu. Mais Emma était vivante sous mes bras. Et moi aussi. Lorsque le premier choc s'est calmé, des dizaines d'habitants se sont regroupés sur le terrain. Thomas est apparu avec ses parents. Ils avaient donc fini par descendre. Sa mère, Mireille, m'a aperçu et s'est immédiatement mise à crier. « Tu étais au courant. Tu as pris ta fille et tu es parti sans prévenir personne. » Je l'ai regardé calmement. « J'ai réveillé votre fils. Il a choisi de se rendormir. » Thomas a baissé les yeux. Mireille n'a pas ralenti. Une bonne épouse aurait insisté. Une bonne belle-fille serait venue nous chercher. Plusieurs habitants se sont retournés vers nous. Je lui ai répondu. Vous habitez 2 étages en dessous. Vous avez de bonnes jambes et une voix qui porte à 3 kilomètres. Vous n'aviez besoin de personne. Quelques personnes ont ri. Mireille est devenue rouge. Thomas s'est approché avec son air le plus doux. Celui qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait obtenir quelque chose. Camille, maman est sous le choc. Ne le prends pas mal. Il m'a tendu une bouteille d'eau. Tiens. Bois un peu. J'ai observé son visage. Dans ma première vie, ce même homme m'avait abandonné sans hésiter. À cet instant, je n'éprouvais plus aucune affection pour lui. Seulement du dégoût. Il s'est assis près de moi. Ton téléphone fonctionne? Pourquoi? Je voudrais vérifier les comptes. Autour de nous, des gens cherchaient leurs enfants, appelaient les secours et essayaient de dégager des blessés. Et mon mari pensait déjà à mon argent. Les serveurs bancaires doivent être saturés, et j'ai répondu. Donne-moi quand même ton téléphone. Non. Son sourire s'est effacé. Camille, nous venons de perdre l'appartement. Il faut savoir combien il nous reste. L'appartement avait été acheté en grande partie grâce à mes parents. L'apport personnel venait de mon héritage. Mais Thomas parlait toujours comme si le logement appartenait uniquement à sa famille. Son père, Alain, s'est approché. C'est vrai. Dans une situation pareille, un couple doit tout mettre en commun. J'ai alors regardé notre bâtiment. Une partie tenait encore debout, mais les murs étaient profondément fissurés. Une idée m'est venue. Je viens de me rappeler quelque chose. Les 3 m'ont regardé. J'ai une enveloppe contenant 40 000 € dans le bureau. Les yeux de Mireille se sont agrandis. 40 000? L'argent devait servir à financer des travaux chez mes parents. Thomas s'est immédiatement levé. Où exactement? Dans le tiroir du bureau. Mais le bâtiment est dangereux. Il vaut mieux attendre les secours. Si nous attendons, quelqu'un va le voler. Il s'est dirigé vers l'entrée. J'ai retenu un sourire amer. Thomas, ne monte pas. C'est trop dangereux. Je l'avais prévenu. Devant témoin. Il s'est retourné. Toi, reste avec Emma. Puis il a disparu dans le hall. Mireille s'est assise à plusieurs mètres de moi en serrant la bouteille d'eau contre elle. Emma m'a demandé. Maman, je peux boire? Avant que je puisse répondre, Mireille a crié. Cette bouteille est pour Thomas. Emma a soif. Ton mari est monté risquer sa vie pour sauver votre argent. Il en aura besoin en revenant. Ma fille a regardé sa grand-mère. Mamie, tu es méchante. Mireille a failli s'étouffer. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maman partage toujours avec moi. Toi, tu gardes tout. Quelques voisins ont entendu. Gênée, Mireille s'est éloignée. J'ai profité de ce moment pour appeler mes parents. Ma mère a décroché immédiatement. Camille. Nous venons de voir les informations. Où es-tu? Et Emma? En entendant sa voix, j'ai presque éclaté en sanglots. Dans ma première vie,
Cette voix avait disparu pour toujours à cause de Thomas. Nous sommes dehors et nous allons bien. Écoutez-moi attentivement, ne venez surtout pas en ville. Mais nous pouvons. Non. J'ai raccroché et transféré l'essentiel de mes économies sur un compte sécurisé auquel Thomas n'avait aucun accès. J'ai également envoyé à mon père les documents prouvant que l'argent venait de ma succession familiale. Puis j'ai ouvert l'application reliée à la caméra de notre appartement. Thomas fouillait chaque pièce. Il renversait les tiroirs, ouvrait les placards et vidait mes dossiers sur le sol. Il ne cherchait pas à sauver nos papiers. Il cherchait uniquement l'argent. Évidemment, l'enveloppe n'existait pas. Quelques minutes plus tard, la première réplique est arrivée. L'image de la caméra s'est mise à trembler. Thomas a levé les yeux. Une partie du faux plafond s'est décrochée. L'écran est devenu noir. Dehors, un bruit sourd a retenti dans notre résidence. Mireille s'est mise à hurler. Mon fils est encore là-haut. Les agents du SDS présents sur place ont refusé d'entrer tant que la structure n'était pas stabilisée. Pendant près de 30 minutes, Mireille les a insultés, suppliés puis menacés. Finalement, une équipe a réussi à sortir Thomas. Il était conscient, mais son bras droit avait été grièvement blessé. « Je ne sens plus ma main », répétait-il. « Pourquoi je ne sens plus ma main ? Je me suis approché. Tu devrais rester immobile. » Il m'a attrapé avec sa main valide. L'argent n'était pas dans le bureau. Tu as peut-être mal regardé. Où est-il ? Alain s'est brusquement redressé. Dans quel tiroir ? J'ai fait semblant d'hésiter. Peut-être dans la petite armoire du couloir. Je ne sais plus. Avec le stress. Alain a regardé la résidence. 40 000 € ne vont pas rester là-dedans. Mireille lui a saisi le bras. Attends les secours. Mais Alain s'était déjà mis à courir vers le bâtiment. Monsieur! Revenez! A crié un pompier. Il n'a pas écouté. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a affiché une nouvelle alerte. Astérisque astérisque réplique majeure imminente. Éloignez-vous des bâtiments, astérisque astérisque. J'ai pris Emma dans mes bras et j'ai couru vers le centre du terrain. Tout le monde au sol. Ai-je crié. La seconde secousse a été encore plus violente. Le reste de notre résidence s'est effondré. Lorsque le silence est revenu, il ne restait plus qu'un immense amas de béton. Mireille s'est mise à hurler le prénom de son mari. Alain n'en est jamais ressorti vivant. Thomas, couvert de poussière, s'est tourné vers moi. C'est ta faute. Je l'ai fixé. Je t'avais dit de ne pas monter. Tu savais qu'il y avait de l'argent? Non. J'ai dit qu'il y avait peut-être de l'argent. C'est vous qui avez décidé que 40 000 € valaient davantage que vos vies. Il a tenté de se lever. Espèce de... Je lui ai donné une gifle. Le claquement a figé tout le monde. Tu m'as entendu te prévenir. Tu as choisi de ne pas m'écouter. Ton père aussi. Mireille a voulu me frapper, mais elle a trébuché et sa main a atteint Thomas en plein visage. Sous le choc, elle s'est mise à vaciller avant de s'effondrer. J'ai levé la main vers les secouristes. Nous avons 2 personnes qui ont besoin d'assistance. 1 heure plus tard, mes parents sont arrivés jusqu'au périmètre de sécurité. Lorsque j'ai vu ma mère, j'ai couru vers elle. Elle m'a serré contre elle avec Emma. Tu es là. C'est tout ce qui compte. Mon père a posé une main sur mon épaule. Tu rentres avec nous. Je dois d'abord régler certaines choses. Quelles choses? J'ai regardé Thomas être transporté vers l'hôpital. Je vais divorcer. Mais je veux que tout soit fait correctement. Je veux protéger Emma et conserver les preuves de ce qu'il est réellement. 3 mois plus tard, Thomas et Mireille vivaient dans un petit logement social. Le bras de Thomas avait partiellement récupéré, mais il ne pouvait plus exercer certains travaux manuels. Ils passaient leur journée à se reprocher la disparition des 40 000 € imaginaires. Moi, j'avais emménagé chez mes parents avec Emma. Je préparais le dossier de divorce avec mon avocate. Mais il me manquait encore des preuves solides concernant le comportement de Thomas.
C'est alors que j'ai croisé Elodie devant un supermarché. Pendant 5 ans, j'avais payé une partie de ses études. Je lui avais acheté un ordinateur. Je l'avais même hébergé durant un été. Dans ma première vie, elle avait épousé Thomas quelques mois après ma mort. Ce jour-là, elle m'a prise dans ses bras comme si nous étions de vieilles amies. Camille, quelle chance que tu sois sortie à temps. J'ai tellement pensé à toi. Je savais désormais exactement ce qu'elle cachait derrière son sourire. Oui, nous avons eu beaucoup de chance. Je me suis penchée vers elle comme si j'allais lui confier un secret. Et malgré la mort d'Alain, la situation financière de la famille n'est pas mauvaise. Son regard a changé. Ah bon? Il possédait plusieurs placements. Mireille parle d'un héritage de 250 000 euros. Elodie a essayé de paraître indifférente. Je ne savais pas qu'il avait autant d'argent. Thomas lui-même ne le savait pas. Mireille veut garder cela secret. J'ai marqué une pause. Elle dit que tout reviendra au prochain petit-fils de la famille. Elodie n'a posé aucune autre question. Mais je savais que la graine était plantée. Dans les semaines suivantes, je l'ai invité plusieurs fois à dîner lorsque Thomas venait chercher Emma. Je jouais le rôle de l'épouse encore hésitante, prête à pardonner. Thomas croyait que je pouvais revenir auprès de lui. Elodie croyait qu'il allait bientôt toucher un héritage. Un soir, pendant le repas, j'ai posé une main sur mon ventre. J'ai quelque chose à vous annoncer. Thomas a immédiatement relevé la tête. Quoi? Je suis enceinte. Elodie a lâché sa fourchette. Thomas m'a regardé, bouleversé. De combien de temps? Je lui ai montré un faux document médical que j'avais préparé uniquement pour nourrir leur cupidité. Le médecin pense que ce sera un garçon. Le visage de Thomas s'est illuminé. Un fils. Elodie a murmuré quelques félicitations avant de partir précipitamment. À partir de ce jour, Thomas a commencé à rentrer de plus en plus tard. Il disait qu'il cherchait du travail. En réalité, il retrouvait Elodie. Mon détective privé les a photographiés devant plusieurs hôtels. J'avais enfin les preuves dont j'avais besoin. Puis, un matin, j'ai reçu un message provenant d'un numéro inconnu. Astérisque, nous détenons votre mari. Apportez 50 000 euros au port de Jarry. Ne prévenez pas la police, astérisque. Une vidéo accompagnait le message. Thomas était attaché à une chaise, du faux sang au coin de la bouche. Il jouait très mal. J'ai immédiatement compris. Elodie voulait me faire venir seule. Elle pensait que j'étais enceinte d'un garçon susceptible d'hériter de l'argent. Je n'ai pris aucun risque. J'ai transmis tous les messages à la police. Les enquêteurs m'ont demandé de suivre les instructions tout en restant sous leur surveillance. Je me suis rendue au lieu du rendez-vous avec une mallette remplie de vieux journaux. Le quai semblait désert. Un nouveau message est arrivé. Astérisque, posez l'argent près des rochers et avancez jusqu'au bord, astérisque. J'ai posé la mallette. J'ai entendu des pas derrière moi. Elodie m'a poussée. Je suis tombée dans l'eau. J'avais prévu un gilet discret sous mon manteau, mais le choc m'a tout de même coupé le souffle. Elodie s'est penchée au-dessus du quai. Tu as toujours tout eu, criait-elle. L'argent, une famille, une maison. Même après la catastrophe, tout le monde te plaint encore. Je t'ai aidé pendant des années. Justement. Tu adorais me regarder comme ma pauvre fille que tu sauvais. Et Thomas? Elle a ri. Thomas m'aime. Tu es la seule chose qui nous empêche de vivre ensemble. À cet instant, plusieurs policiers sont sortis de leur cachette. Elodie a été arrêtée. Thomas, qui attendait dans une voiture non loin de là, a prétendu qu'il ignorait son intention de me faire du mal. Il a joué la victime avec une conviction remarquable. Mais les messages retrouvés sur leur téléphone prouvaient leur liaison. 3 mois plus tard, nous nous sommes retrouvés devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Thomas et Mireille affirmaient que j'avais abandonné la famille après le séisme. Ils exigeaient une partie de mon héritage et la résidence principale d'Emma.
Mon avocate a présenté les documents bancaires, les photographies des hôtels, les messages échangés avec Elodie et les témoignages des voisins présents le soir de la catastrophe. Le juge a confirmé que les biens hérités de mes parents m'appartenaient personnellement. La résidence habituelle d'Emma a été fixée chez moi. Thomas n'a obtenu qu'un droit de visite. Cette femme nous a tout volé. Le juge l'a immédiatement rappelé à l'ordre. Pour la première fois depuis des années, je suis sortie d'un tribunal sans peur. J'étais libre. Pendant mon mariage, j'avais abandonné mon emploi pour m'occuper d'Emma. Revenir sur le marché du travail n'était pas simple. Je n'avais pas de diplôme prestigieux ni de réseau professionnel. Mais je savais cuisiner. Ma mère m'avait appris les recettes créoles, les plats familiaux, les desserts simples et les repas économiques. J'ai commencé à filmer des vidéos dans sa cuisine. Au début, je tremblais devant la caméra. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons préparer un colombo de poulet sans nous ruiner. Il n'y avait que 12 personnes connectées. Puis 50. Puis 1000. Les spectateurs appréciaient mes recettes, mais surtout ma manière de parler. Je ne prétendais pas avoir une vie parfaite. Je ratais parfois une pâte. J'oubliais un ingrédient. Un jour, j'ai même passé 10 minutes à chercher mes lunettes alors qu'elles étaient sur ma tête. Les abonnés ont commencé à appeler ma chaîne *** la cuisine de Camille, ***. En 2 ans, j'ai dépassé 120 000 abonnés. Je pouvais payer les cours de piano d'Emma, aider mes parents et louer mon propre studio. Pour la première fois, ma fatigue venait d'un travail que j'avais choisi. Mais Thomas et Mireille ne supportaient pas de me voir réussir. Un après-midi, ma diffusion en direct a été envahie par des centaines de messages. ***, cette femme a provoqué la mort de son beau-père, ***. Elle a volé l'argent de sa belle famille, ***. Elle utilise le séisme pour devenir célèbre, ***. Emma lisait à côté de moi. Elle a jeté sa fourchette sur la table. C'est faux. Ma maman n'est pas méchante. J'ai immédiatement interrompu la diffusion. Je pouvais supporter les insultes. Mais je refusais que ma fille soit entraînée dans cette histoire. Quelques heures plus tard, Mireille a publié une vidéo. Elle racontait que j'avais inventé l'argent caché pour envoyer Alain dans l'immeuble. Elle oubliait simplement de préciser que je leur avais demandé de ne pas monter. Thomas apparaissait ensuite, le visage triste. Je souhaite seulement revoir ma fille et retrouver une vie normale. Mon cousin Nicolas, qui travaillait dans la cybersécurité, m'a aidé à conserver toutes les preuves de la campagne organisée contre moi. Avec l'accord de mon avocate, j'ai enregistré une longue vidéo. Je n'ai pas crié. Je n'ai insulté personne. J'ai simplement présenté les dates, les décisions de justice, les messages et les éléments du dossier d'Elodie. J'ai terminé par une phrase. Vous avez le droit de ne pas m'aimer. Mais vous n'avez pas le droit de mentir sur ma fille ni de transformer son histoire en arme. La vidéo est devenue virale. L'opinion s'est retournée. Thomas a disparu des réseaux. Puis il m'a appelé. Camille, nous pouvons encore arranger les choses. Quelle chose? Si nous nous remettons ensemble, je publierai une vidéo pour dire que tout était un malentendu. Tu continueras ta chaîne. Maman et moi pourrons t'aider. J'ai éclaté de rire. Vous m'avez accusé publiquement d'avoir provoqué la mort d'un homme. Nous étions en colère. Et maintenant que ma chaîne rapporte de l'argent, tu veux redevenir mon mari? Il n'a pas répondu. Thomas, tu ne veux pas retrouver une famille. Tu veux retrouver un portefeuille. J'ai raccroché. Mon avocate a engagé une procédure pour diffamation et harcèlement numérique. Après cela, ma chaîne a continué à grandir. J'ai ouvert un petit studio de production. J'ai engagé 2 personnes. J'ai publié un livre de recettes consacré aux familles qui doivent cuisiner avec un petit budget. Ma vie devenait enfin paisible. J'aurais dû me méfier de cette paix. Lors d'une journée sportive organisée par l'école d'Emma, j'ai aperçu Mireille près du portail. Elle n'avait aucune raison d'être là. Elle cachait une bouteille derrière son manteau.
Son regard n'était pas normal. J'ai immédiatement couru vers les enseignants. Éloignez les enfants. Mireille s'est précipitée vers moi. Elle a lancé le contenu de la bouteille. Un liquide corrosif a atteint mon dos et mon épaule. La douleur a été immédiate. Je suis tombée à genoux. Mais Mireille s'est ensuite tournée vers Emma. C'est à cause de vous, criait-elle. Vous avez détruit ma famille. Elle a levé la bouteille une seconde fois. J'ai oublié ma douleur. Je me suis jetée sur elle et j'ai fait tomber son bras. Le reste du produit s'est répandu sur le sol. Les agents de sécurité et plusieurs enseignants m'ont immobilisée. Emma s'est précipitée vers moi en pleurant. Maman! Les secours sont arrivés quelques minutes plus tard. Les brûlures ont laissé plusieurs cicatrices dans mon dos. Mireille a été condamnée à une lourde peine pour cette agression préméditée. Le jour où l'infirmière a changé mon pansement devant Emma, ma fille a détourné les yeux. Elle s'est mise à pleurer. J'ai rapidement remonté ma chemise. Est-ce que mes cicatrices te font peur? Elle a secoué la tête. Puis elle a pris ma main et l'a embrassée. Je pleure parce que tu t'es encore mise devant moi. Je suis ta mère. Quand je serai grande, ce sera moi qui te protégerai. Le soleil entrait par la fenêtre de l'hôpital. Je regardais cet enfant que j'avais déjà perdu une première fois. Dans mon ancienne vie, j'avais cru que ma faiblesse avait causé notre mort. Mais ce n'était pas vrai. Je n'étais pas faible. J'avais simplement donné mon amour à des personnes qui ne savaient qu'en profiter. Cette seconde vie ne m'avait pas été offerte pour me transformer en monstre. Elle m'avait été offerte pour apprendre à choisir. Choisir qui méritait ma confiance. Choisir les combats qui valaient la peine d'être menés. Choisir de ne plus confondre le sacrifice avec l'amour. J'ai serré Emma contre moi. Les parents étaient vivants. Ma fille était vivante. J'avais retrouvé mon travail, ma dignité et ma liberté. Thomas avait perdu la femme qu'il croyait pouvoir abandonner puis récupérer à volonté. Élodie avait perdu l'avenir qu'elle voulait construire sur la vie d'une autre. Mireille avait fini seule face aux conséquences de sa haine. Quant à moi, j'avais enfin compris une chose. La meilleure vengeance n'était pas de détruire ceux qui m'avaient fait souffrir. C'était de survivre assez longtemps pour construire une vie dans laquelle il n'avait plus aucune place. La première fois que la terre avait tremblé, mon mari m'avait laissé mourir. La seconde fois, j'avais pris la main de ma fille. Et je n'avais plus jamais lâché.